Bienvenue donc à cette 4e séance du séminaire Que peut le récit, co-organisé par les Beaux-Arts de Marseille et le Collège international de philosophie en partenariat avec le MUSEM et le FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors cet après-midi, je voulais peut-être juste dire quelques mots en intro pour celles et ceux qui se connectent pour la première fois et qui n'ont pas pris connaissance du sujet du séminaire. Donc, depuis l'année dernière, ce séminaire, il cherche à croiser pratiques historiennes, artistiques et curatoriales pour comprendre comment la fabrique du récit se pense et s'expose aujourd'hui. Si la poétique du récit, depuis les années 60, si elle est en lieu du politique en sciences humaines et sociales, aujourd'hui, la fabrique du récit est devenue un terrain de recherche en soi, non seulement pour les nouvelles écritures de l'histoire, mais aussi pour le tournant écopolitique de la pensée contemporaine. Partout, on retrouve une énergie partagée de raviver le pouvoir subversif de la description, de fabriquer des récits qui induisent l'attention, pas forcément pour élucider le monde, mais pour chercher à entrer en intelligence avec lui, à penser avec. La pensée, on le sait, est toujours une pensée du pensable. Et le pouvoir du récit est de modifier ce qui est pensable. Tisser en récit, c'est constituer des scènes, j'emprunte ce terme à Jacques Rancière, qui tâchent de retisser le rapport entre les êtres et les choses, entre les humains et les non-humains, pour ramener au premier plan des sujets nouveaux. Dans ce tissage, dans cette reconfiguration du monde sensible, on aperçoit la pensée en train de modifier le pensable, d'enverser des perspectives et de bouleverser les rapports d'échelle pour tenter d'accueillir l'impensé, de faire place à ce qui était invisibilisé, ou tenu pour insignifiant, afin d'aller un peu plus loin dans la fabrique d'un monde commun. Chercher à aller plus loin dans la fabrique d'un monde commun doit être une préoccupation centrale dans nos écoles d'art. Néanmoins, la place que l'on accorde aux expérimentations narratives dans l'enseignement artistique reste encore inversement proportionnelle à l'importance que lui attribue le tournant écopolitique de la pensée contemporaine. On peut encore rencontrer en école d'art une certaine méfiance vis-à-vis de la narration et parfois peu d'intérêt pour les expérimentations narratives que mènent les étudiants et les étudiantes. Celles et ceux qui s'intéressent à des pratiques documentaires ou qui cherchent à dialoguer avec les sciences humaines et sociales par le biais d'une pratique d'enquête, peinent parfois à défendre leur travail, à le déployer pleinement au sein de l'école, alors que partout, dans le champ des sciences humaines aussi bien que dans celui de l'art contemporain, on cherche à destituer les positions de surplomb, à exposer ses processus et ses gestes de travail, à croiser récits personnels et histoire collective. Si nous sommes entrés dans un nouvel âge de l'enquête, pour reprendre l'expression de Laurent Demans, où l'on expose volontiers ce que autrefois on essayait de gommer, les à-côtés, les annotations subjectives, le cheminement même de la pensée, on continue néanmoins de demander à nos étudiants et étudiantes de laisser à la porte des salles des expositions les petites histoires derrière les prises de vue, les anecdotes qui ont accompagné la collecte de récits et la fabrication d'archives fictives pour que les formes produites et les images accrochées au mur puissent parler d'elles-mêmes. D'où vient cette résistance à ce qui fait récit? Alors, je crois que Fabricio Terranova a raison de le pointer comme ça. Donc, je crois qu'elle est effectivement en dernier symptôme de la disqualification que la narration a connue dans le monde de l'art depuis la modernité, pensée par Greenberg comme le récit de la conquête par chaque art de son autonomie, à travers l'exploration des pouvoirs propres de son médium spécifique. La bidimensionnalité picturale, les 12 demi-tons de la gamme que le dodécaphonisme délivre de toute analogie avec le langage expressif, et ainsi de suite. Ce paradigme de l'autonomie n'a cessé d'être contesté par les glissements constants entre les arts, par les mélanges entre langage et support. Et aujourd'hui, il se trouve complètement remis en cause par les nouvelles alliances entre savoir et pratique artistique, qui sans cesse reprennent et transposent des gestes et des opérations critiques d'un champ de recherche à un autre,
pour mieux contrer les logiques du capitalocène qui font barrage à nos mouvements d'émancipation, à l'envie de repenser notre manière d'habiter le monde et d'interagir avec le vivant. En éclairant les enjeux éthiques et politiques des nombreuses expérimentations narratives que mènent historiens, anthropologues, artistes, commissaires d'exposition, ce séminaire cherche aussi à attirer l'attention sur la place que l'on accorde à ces expérimentations dans l'enseignement artistique. Il se propose d'ouvrir un espace de réflexivité sur les récits produits actuellement au sein des écoles d'art, y compris les récits de l'art construits par et autour de l'enseignement de l'histoire de l'art. Et ça, ce sera la question que nous aborderons dans la dernière séance de cette année. Voilà, ça c'était un petit élément de contextualisation aussi par rapport au partenariat entre le Collège international de philosophie et les Beaux-Arts de Marseille. Et je vous présente brièvement nos invités de cette séance, donc Élise Florenti et Marcel Turkowski. Merci d'être là encore cet après-midi. Donc je les présente brièvement puisque nous avons déjà commencé à discuter ce matin. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas leur travail, donc je cite simplement quelques films dont ils sont l'auteur et qui ont été montrés notamment voilà, au FID de Marseille, The Sun Experiment en 2014, en 2017, Conversation avec un cactus que nous avons projeté ce matin, visionné ce matin, pardon, et qui a été récompensé donc avec le prix du festival EMAF, de European Media Art Festival, qui se déroule à Berlin. Et puis également, donc, ils ont présenté au FeedLab 2020, donc l'année dernière, le projet qui est actuellement en cours de production, All in Blood, et sur lequel nous allons parler cet après-midi, et qui fait suite donc au film présenté ce matin. Voilà, je dis pas plus parce que de toute manière, Élise et Marcel, ils vont vous présenter eux-mêmes leur travail. Et donc, vous parlez de comment ils sont en train de construire voilà, ce projet All in Blood qui est actuellement en cours de production. Donc, voilà, je vous passe tout de suite la parole. Ah, juste, j'ai oublié quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, je suis accompagnée de Maxime Guiton, qui a déjà participé à la discussion de ce matin. Et qui est coordinateur de la recherche et de la programmation artistique aux Beaux-Arts de Marseille, donc c'est aussi grâce à sa complicité voilà, que j'ai pu construire le programme de ce séminaire, donc en collaboration avec lui. Et donc, il participera aussi à la discussion donc, qui suivra la présentation de Élise et Marcel. Merci. Merci encore Vanessa et Maxime pour cette invitation. On va pas vraiment dire beaucoup plus puisque nous avons préparé une introduction de nouveau avec une articulation d'images qui explique les diverses pièces que l'on pose sous l'ombrelle de ce titre un peu énigmatique, Nomina Nunuda, et donc, on fait un peu comme ça l'éventail de ces pièces et on parle plus longuement du nouveau projet de film que nous avons au Mexique. Voilà, on s'est simplement basé sur des images fixes parce que nous sommes en plein montage et que pour l'instant, les choix sont cruciaux et nous avons décidé de vous donner un début d'intrigue et surtout une méthodologie autour de ce travail. Voilà, je lance l'introduction et on en parle un peu plus, plus en détail après. Comme je le disais ce matin, pendant l'introduction, parallèlement au tournage des 2 derniers films que nous avons tournés en Grèce, nous avons eu le désir de poursuivre l'aventure autour du film Conversation avec un cactus.
Et ce projet plus global, nous l'avons intitulé Nomina Nuda. Nomina Nuda, c'est une expression en latin que l'on pourrait traduire par non nu, des noms auxquels on aurait enlevé leurs habits. Elle nous plaît bien car elle contient en elle-même une sorte de narration, à la fois une idée de perte et de devenir. C'est une expression que l'on donne à des noms de spécimens, végétal ou animal, qui n'ont pas été encore validés par une description et une illustration scientifique, ou qui même parfois se sont révélés dans le temps caducs, erronés. Ce sont donc des noms temporaires, comme s'ils étaient en transit, en attente d'une validation ou d'une condamnation. Il faut savoir qu'on a habillé la nature de noms selon des règles multiples qui se contredisent parfois. Un arbre en Amérique latine, par exemple, peut avoir un nom local donné par des indigènes, puis un nom donné par des colons, puis un nom scientifique en latin, mais parfois aussi le nom de la personne qui découvre le spécimen ou même un nom tiré d'une histoire fictive. Je mentionnerai ici uniquement l'arbre Boujoum, qui tient son nom d'une histoire de Lewis Carroll dans le livre La chasse aux snarks, une agonie en 8 crises, dans lequel une équipe de 10 personnes part à la recherche d'une instance inconnue, certainement monstrueuse, le Schnark, qui se révèle à la fin être un Boujoum, sans que l'on sache davantage ce que le Boujoum représente. Or, il y a un laboratoire scientifique qui a dénommé en 1922 un arbre endémique du Mexique, dans la péninsule de Basse-Californie, du nom de la créature de Lewis Carroll, le Boujoum, car d'après les croyances locales, si on venait à toucher cet arbre, des malheurs s'abattraient sur nous. Et apparemment même, des tribus locales ont commencé à appeler cet arbre le Boujoum. Alors il me semble que le système atteint ici un certain paroxysme, car le Boujoum en soi nomme normalement quelque chose d'irreprésentable, et cela nous amène à réfléchir en miroir à ce qui serait en quelque sorte innommable. Nommer est un acte souvent politique, qui peut être répressif comme libérateur. Nomina Nuda place les choses en attente, non pas de réanimation, mais de renomination, et insiste sur le fait que les noms ne sont pas des instances figées. On peut renommer les choses en fonction de divers contextes, de différentes fabulations, et selon divers mécanismes de résistance. Nous incluons sous cette expression plusieurs œuvres. Le film Conversation avec un cactus, tourné au Japon, que vous avez vu ce matin, et un autre film, All in Blood, tourné au Mexique et toujours en cours de montage. Nous incluons aussi des sortes de mini-sculptures que l'on a nommées Fusuma Bolide. Fusuma, ça vient du japonais, ça veut dire écran glissant. Ce sont des panneaux, cloisons, qui sont utilisés dans les maisons, mais aussi dans les théâtres pour changer rapidement les décors en arrière-plan. Bolide, ça vient du portugais et c'est un nom que l'artiste brésilien Elio Tisica a utilisé pour nommer ces petits caissons aux formes et aux couleurs variables que le spectateur pouvait manipuler. Nous ne sommes pas encore venus à bout du processus des Fusuma Bolide, mais on va néanmoins vous en montrer quelques-uns en détail, mais aussi dans une exposition que l'on a appelée Interpassion. La première série que l'on a faite, c'est K Atlas, K pour cactos, qui est le nom grec ancien d'où provient le nom latin cactus. Dans cette série, on élargit la figure du cactus dans un système de relations naturelles et historiques. Nous avons pour cela amoncelé près de 500 images qu'il a fallu classifier et organiser en différents collages temporaires, car tous les éléments qui constituent les Fusuma Bolide sont modulables. Le premier, Fusuma Bolide, on l'a fait avec Madame Hashimoto. Le système inclut, comme vous le voyez, des images, des panneaux colorés opaques et translucides, mais aussi des miroirs dans lesquels le spectateur vient se refléter et où parfois se révèlent d'autres images cachées. L'ensemble des pièces joue surtout sur une sorte de recherche sur les répétitions et les variations d'une forme, d'un geste, d'une situation. C'est surtout une recherche anthropomorphique, du cactus qui devient homme, mais aussi de l'homme qui devient cactus.
et aussi du cactus domestiqué, utilisé dans un environnement de contrôle ou dans un environnement architectural où il fait figure de sculpture minimale. C'est donc une recherche large, presque infinie, tant l'humain tente à voir le cactus comme un alter ego végétal, tragicomique. Une autre série de Fuzuma Bolide s'appelle Cactus Lover. C'est une étude qui rassemble des images prises sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram et d'autres blogs, qui montrent des gens imitant les formes d'un cactus particulier, le saguaro, qui prend parfois des formes bizarres dues à un phénomène de cristation, rendant leurs apparences uniques. Là, on voit une des plus vieilles représentations d'un cactus, dans les mains d'un prêtre ou d'une divinité. Les chavines de Huántar, des Andes péruviennes, utilisaient le cactus hallucinogène, le San Pedro. La mescaline contenue dans ce cactus mettait les prêtres en état de transe, donc plus proche des dieux. Au Mexique aussi, le cactus fait partie d'une cosmologie vaste. Par exemple, les Mexicas faisaient souvent des sacrifices humains sur des cactus oursins. Et la création de la ville de Mexico elle-même s'est située là où les Aztèques, pendant leur longue migration, ont rencontré un aigle dévorant un serpent perché sur un cactus en fleurs. Au-delà de cette recherche qui est assez amusante, mais qui est aussi assez abstraite, il nous est apparu que nous devrions explorer assez rapidement l'Amérique centrale et sa relation spirituelle au cactus. Le film que nous avons vu ce matin, Conversation avec un cactus, évoque la figure de M. Hashimoto qui voulait, dans les années 70, inventer des systèmes de communication paranormaux avec des cactus. Le film suit une jeune Tokyoïte d'aujourd'hui, mais qui enquête sur cette expérience oubliée de M. Hashimoto avec, en image de fond, le Japon contemporain de l'après-Fukushima, fortement marqué par la politique du silence. C'est une personne très solitaire et c'est sûrement, de par sa solitude, qu'elle va pouvoir mener à bien son investigation. La seule personne à qui elle parle de son projet est son ami d'enfance Toshi, qu'elle affectionne particulièrement parce qu'il vit à l'étranger, c'est-à-dire loin de la société japonaise ultra codifiée qu'elle a de plus en plus de mal à supporter, et parce qu'adolescents, ils avaient développé ensemble une passion pour les cactus comme figure de résistance totalement indomptable. Contrairement au bonsaï, on peut difficilement tailler des cactus. Et donc, en tant qu'enfant, être un cactus, c'est résister à une certaine conformation mentale et physique. Quelques années plus tard, nous avons décidé de construire une histoire autour du personnage de Toshi et nous l'avons imaginé vivre au Mexique, après un bref passage en Allemagne. Nous voulions comprendre par ce biais l'intérêt presque fétiche des Japonais pour les cactus et pour le Mexique en général. Le début de cette aventure s'est donc construit de façon très intuitive, comme on lance un coup de dé. Et ce que nous avons trouvé sur place a dépassé de loin nos espérances. Nous sommes donc partis à Mexico City avec comme première intention de rencontrer une communauté japonaise. Nous sommes arrivés par chance dans un quartier où cette communauté vivait très soudée via diverses activités, la gastronomie, le sport ou les arts. Après plusieurs semaines, nous avons décidé de faire le portrait d'un jeune restaurateur, amateur de kendo, taciturne et solitaire, mais aussi curieux, sans trop vouloir le faire paraître, de vivre de nouvelles expériences. C'est cette ambivalence qui nous plaisait. Il se dégage de lui une sorte d'attitude proche du personnage de Bartleby. I would prefer not to. Je préférerais ne pas. Mais de par son origine japonaise, il ne peut jamais vraiment refuser et il se laisse embarquer malgré lui. Nous avons imaginé qu'une amie à lui, Sol, actrice et danseuse professionnelle dans la vie, l'incite à s'engager dans une de ses pièces de théâtre. À ces deux personnages s'est ensuite joint Olmo, un artiste mexicain qui tient un atelier de céramique mexico-japonais reconnu, Monohoro,
le singe rouge, et qui en plus comprend un peu le japonais. Nous allons maintenant vous raconter un peu l'histoire du film sous une forme linéaire et simplifiée. Mais le film lui-même contient beaucoup plus d'événements et se plaît à se dérouler de façon très chaotique et onirique. Dans ce que l'on pourrait appeler un premier mouvement, le film s'attache à montrer ces trois personnages, chacun séparément dans leur vie intime, puis à comprendre un peu les liens qui les unissent. Toshi, par exemple, vient acheter des tasses dans l'atelier de céramique et oublie un livre qu'Olmo plus tard trouve et regarde avec intérêt. Il s'agit d'un livre sur un chasseur de cactus allemand, publié vers 1927. Il en parle même avec Sol quand elle vient lui rendre visite sur sa terrasse. Enfin, ils se rencontrent tous les trois lors d'une répétition de la pièce de théâtre. La pièce raconte l'arrivée d'un étranger, Toshi, dans un village reculé, hanté par des fantômes et une nature tellurique et menaçante. Les plantes, mais aussi le vent, y jouent des tours. Peu de temps après cette répétition, où les notions de nuit, de rêve et de mort se mêlent, Olmo disparaît. Le film bascule alors dans un second mouvement, se déroulant dans une immense forêt de cactus, la forêt de cactus de Zapotitlán, la Salinas, qui concentre à elle seule, sur quelques montagnes, 70% des cactus du Mexique. On y retrouve Olmo, mais sous les traits de Kurt, le botaniste allemand du livre, qui lui ressemble étrangement. Ce botaniste anachronique arpente la forêt de cactus, aride et hostile, dans une nuit noire. Il croise sur son chemin de nombreux paysans et gardiens plus ou moins inquiétants. Apparaissent aussi de nombreux phénomènes inexpliqués, qui font écho à ceux mentionnés dans la pièce de théâtre. Les paysans et gardiens se retrouvent à un moment autour d'un feu pour évoquer l'histoire mouvementée des lieux, plusieurs fois bouleversée par la présence mystérieuse de nombreux Japonais, mais aussi une procession du couple royal japonais venu enterrer très secrètement les cendres d'un éminent botaniste japonais, Monsieur Honda, dans les racines d'un zotoline, un spécimen endémique de la région connu pour ses vertus cosmiques.
Étonnés de la disparition d'Olmo, Sol et Toshi essaient eux aussi, par des moyens détournés, de rentrer en contact avec cette forêt. Le troisième mouvement du film opère un retour à la capitale, où de nombreux dénouements se succèdent. Le livre sur le botaniste allemand, qui passe de main en main, revient à Toshi. On apprend ce que Olmo/Kurt était parti chercher dans la forêt. Certains personnages qui étaient séparés reprennent contact. À cela s'ajoutent des éléments oniriques qui ne trouvent pas forcément tout sens de façon intentionnelle. En effet, l'idée générale du film est que chaque rêve est une sorte de portail ouvrant un chemin à d'autres rêves, et que si dans la vie de tous les jours, les personnages n'arrivent pas vraiment à se rencontrer et à rentrer en relation, ce que le confinement dû à la crise sanitaire vient peu à peu amplifier, ils arrivent quand même à mettre en commun leurs rêves. Ils fabriquent ensemble une sorte de mise en abîme de leurs rêves, de façon inconsciente. Le rêve devient leur sol commun. L'accent est mis sur les deux étrangers, Toshi et Kurt, qui essaient tant bien que mal de trouver des repères, autant concrets que symboliques, autant réels qu'oniriques, dans une société et une culture qu'ils connaissent peu ou mal. Par contraste, Olmo et Sol sont quant à eux plus à l'aise avec les jeux de transmutation qui traversent leur vie, un art qui trouve ses racines dans les croyances et cosmologies préhispaniques. La figure de l'étranger est particulièrement complexe au Mexique, car elle a été un temps perçue comme une force messianique. On connaît la prophétie latente du dieu blanc qui a mené les Aztèques à leur perte. Il y a donc dans l'étranger une force d'affirmation, doublée de destruction. All in Blood est un film qui part de regards anachroniques, l'étranger sur le Mexique, volontairement non américain, japonais, allemand, mais également russe, car on voit à un moment une archive rare de Trotsky qui déracine de ses propres mains des spécimens dans la forêt de cactus. Loin de la figure suprématiste de l'américain, le gringo, dont la présence induit souvent un sentiment d'infériorité et de rancœur, ces étrangers expérimentent, à leur manière, une immersion totale, voire dangereuse dans le Mexique. Le prologue du film évoque les pleurs du personnage mythique de la Llorona dans la forêt de cactus. C'est une déesse préhispanique qui se promène la nuit en se lamentant. Ses cris annoncent un malheur à venir. On comprend plus tard qu'il s'agit de l'arrivée de la pandémie au Mexique. Via l'histoire des Japonais pillant des tonnes de cactus dans la région, profitant au passage de la grande naïveté de l'Indien, histoire d'autant plus saisissante que l'événement est décrit à travers les yeux d'un enfant, le film réfléchit sur les conséquences de la circulation des géants et des biens dans le monde, surtout en ce qui concerne l'exploitation de la nature. Le Covid-19 est en lui-même un produit de la mondialisation et la façon dont on surexploite la nature. Sa propagation ultra rapide est directement liée à nos prétentions grandissantes d'ubiquité permanente. Les contraintes drastiques qui nous sont imposées face à l'invisibilité de ce nouveau mal agissent comme une sorte de retour de bâton. Les histoires qui hantent la forêt rejoignent deux pôles antagonistes, que l'on peut déjà voir dans la couverture schizophrène du livre du botaniste allemand. D'un côté, une attraction spirituelle pour le végétal, de l'autre, un attrait pour la conquête et l'exploitation de la flore, que ce soit à des fins botaniques ou mercantiles, en sachant que depuis toujours, science et négoce sont allés de pair. Parmi les divers jeux de transformation et de déplacement propices aux rêves, il est question à un moment d'une piñata en papier mâché représentant le virus Covid-19 et qui ressemble étrangement à un cactus oursin. Au-delà de ce trouble formel, la figure du cactus agit dans le film comme une sorte de catalyseur, nouant de nombreuses ramifications, touchant à la fois le spirituel et le mercantile, et nous amenant à réfléchir de biais à notre présent, notre passé et notre futur. All in Blood est un film qui embarque le spectateur dans un voyage énigmatique, épineux et inquiétant, accompagné de personnages qui semblent perdus,
au milieu d'une crise qui les dépasse. Branchés dans leur solitude, ils ont néanmoins le désir de trouver un chemin collectif, même tenu, pour traverser le chaos ambiant. Les questions qui se sont posées lors de la fabrication de All in Blood sont semblables à celles qui se sont posées lors de la fabrication de Conversation avec un cactus. Une fois qu'on a embrayé une recherche et accumulé des éléments, comment arrive-t-on à créer un film quand on ne veut pas que ce soit un film essai? Parce que sinon, c'est assez simple. On a une voix qui explique avec des images qui illustrent. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des marges d'interprétation et des twists formels possibles. Mais que se passe-t-il quand on veut que le film parle de lui-même? Et s'il y a une voix off, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle émane d'un personnage fictif dans l'histoire? Est-ce que c'est un dialogue entre deux personnages? Comment allier à la fois une approche documentaire, en choisissant des protagonistes qui font à l'écran ce qu'ils font dans leur vie, et en même temps les embarquer dans une sorte d'intrigue, simple, bien sûr, car ce ne sont pas des acteurs professionnels. En ce qui concerne All in Blood, on essaie de se connecter d'abord à une communauté japonaise à Mexico City. Et parallèlement à ça, on cherche à aller dans la forêt de cactus. On n'a pas l'argent, ni la clarté d'esprit, encore d'y aller avec un personnage de l'histoire. Donc il devient assez vite évident que le seul personnage qui va traverser cette forêt, c'est Marcel, qui va se révéler plus tard comme un double onirique potentiel du personnage d'Olmo. Quand on arrive sur place, on rencontre plusieurs gardiens qui nous racontent des histoires locales et on est très intrigué par des histoires qui concernent les Japonais, bien entendu. On a du mal à y croire, mais on trouve plus tard quelques documents sur Internet et dans des livres sur des faits qui se sont bien déroulés là-bas. On tourne beaucoup, au début de façon très intuitive, presque aveugle, et le travail de longue haleine va ensuite consister à donner sens à toutes ces choses que l'on a filmées et qu'on aimerait garder, car on s'y attache de plus en plus. Les amis et consultants sur le projet voient le film évoluer en disant que ça devient de plus en plus clair, sans perdre son mystère, ce qui est en soi le plus important pour nous. Rien n'est vraiment explicité, tout reste de l'ordre de l'interprétation et le spectateur reste émancipé. Merci beaucoup, Élise et Marcel, pour ce document vraiment qui montre toute la complexité de la recherche et du travail de préparation pour le film. Vraiment, c'est très beau. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour ouvrir la discussion, je voulais vous proposer qu'on prenne comme point de départ donc, ce livre de ce botaniste allemand, Kurt Bachberg, donc en livre de 29, qui est le livre qui fait un peu le fil narratif entre les personnages. Donc, ces trois personnages que tu as nommés tout à l'heure, donc Olmo, Sol et Toshi, ces trois personnages du film qui jouent dans une pièce de théâtre. Il se passe à un moment donné donc ce livre de ce chasseur de cactus. Et peut-être on pourrait parler un petit peu de ces images pour commencer, parce que c'est assez frappant de voir la similitude entre ces images avec les cactus et d'autres images qu'on connaît, voilà, de safari, par exemple en Afrique, où on voit en effet donc le chasseur qui pose à côté de son trophée. Donc, je pense par exemple en film de Marie Voignet, Les Immobiles, où il y a quelqu'un qui est en train de feuilleter voilà, un livre dont il est lui-même l'auteur.
et qui raconte voilà, ses safaris en Afrique dans les années 70-80, et où on voit donc des gens posés à côté de pointes d'éléphants qui font leur taille, donc en montrant ces trophées de chasse. Et en effet, il y a quelques images que nous avons vues, où on voit des gens posés donc, à l'époque, dans les années 30, donc, à côté de cactus qui font 2 fois sa taille, avec une forme viriloïde. Et c'est l'image, en fait, qui voilà, active ce récit d'entreprise coloniale, et donc ce récit de conquête et d'exploration des ressources naturelles. Donc, peut-être qu'on peut commencer par je dirais, oui, mais je dirais à la grande différence que ces spécimens, il fallait qu'ils les ramènent vivants en Europe. C'est-à-dire qu'ils se photographient à côté de spécimens rares ou particulièrement grands ou particulièrement déformés ou particulièrement uniques. Ensuite, il y a toute l'entreprise très difficile, par exemple pour Kurt Backeberg, de ramener, imaginons s'il prenait ces énormes cactus qui font 2 fois sa taille, pour les ramener, pour les transporter et pour qu'ils survivent le transport. Et il y a quand même une sorte de différence, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de conquête. Hein, il le dit lui-même dans son livre. Moi, je ne lis pas l'allemand, cet allemand-là qui est extrêmement littéraire, mais Marcel m'en traduit parfois des passages parce qu'il n'est pas vraiment traduit. Il est extrêmement imagé de sa façon de parler des choses et tout ça. C'est extrêmement, c'est comme une fiction, quoi, vraiment. Et c'est assez habité, sensible. Donc effectivement, il avait ces missions qui étaient commanditées par des Belges ou des gens de Monaco, ou, voilà, pour agrandir les collections des musées. Mais en même temps, et ça c'est hyper intéressant, et il n'est pas le seul, il a été le premier à voir des spécimens et à leur donner des noms, alors que lui-même n'était pas un scientifique, un biologiste. Et il y a comme ça une des citations qu'on aime bien, qu'on a mis un peu en exergue. Bon, ça allait un peu vite au début, mais il y aurait par exemple, presque 13 000 espèces de cactus, que 2 900 qui sont validées. Donc, il y aurait comme ça 9 000 noms qui seraient encore des noms pas encore validés, et beaucoup de noms, et les noms que Kurt Backeberg a donnés sont complètement, la plupart du temps, farfelus, et donnent du travail au moins pour quelques siècles pour les botanistes futurs, pour qu'ils réparent en fait un peu les catastrophes fabulesques que Kurt Backeberg a fait. Et c'était assez amusant parce que quand on parle de Kurt Backeberg, même au Mexique, aucun des biologistes ne connaissent pas Backeberg. Tout le monde le connaît avec une grosse migraine. Oh non, pas lui. Parce que justement, c'est quelqu'un qui est très connu pour avoir posé pas mal de problèmes. Voilà, et par exemple, quand on était alors ça c'est un de mes grands regrets, c'est quand on était dans la forêt de cactus, à un moment donné je parlais à des gardiens, hein, les gardes de la forêt. On en reparlera peut-être du conflit qu'il y a entre les gardiens des terres, qui sont en fait des Popoloca mixtecos, qui sont quand même parfois en conflit avec, par exemple, les autorités nationales qui veulent faire de cette zone une zone protégée, parce que évidemment ils veulent pas qu'on les prive de leurs terres. Donc ça c'est hyper intéressant. Mais en même temps, c'est eux qui sont déteneurs de savoir, c'est eux qui ont nos guides en quelque sorte, mais qui ne sont pas forcément des biologistes à proprement parler. Et donc, il y a une certaine aussi approximation dans la façon dont ils parlent. Ils vont peut-être des fois se contredire. Mais à un moment donné, je demandais, est-ce que vous connaissez Backeberg? Et pour eux, Backebergia, c'était un cactus très inaccessible dans les montagnes. Voilà. Et malheureusement, on n'a pas pu pousser avec le Covid et tout ça. C'était trop compliqué de faire Mais j'aurais adoré voir Backeberg dans la montagne
de sa petite Lan. J'ai bien compris, donc pour parler un petit peu plus de la figure, de cette figure-là, donc il est autodidacte, c'est ça? Oui. Donc il vient mettre un peu le bordel là, dans les systèmes de classification des cactus avec ses noms farfelus, c'est ça? En fait, il est autodidacte, mais en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'aventure, c'est partir sur un terrain non conquis et ramener des cactus en Europe. C'est ça sa mission. Mais en même temps, il a une certaine attention. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible. C'est pas quelqu'un qui se positionne comme un colon. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, j'ai pas senti ça dans ses écrits. Mais au passage, il trouve des spécimens que personne n'a encore photographiés ou personne n'a encore décrits. Et donc, il leur donne des noms. Mais ces noms, les noms, c'est comme ça qu'en Europe, les gens ont eu pour la première fois, en Europe ou en Occident, où là où le savoir est plus institutionnalisé, c'est les premiers noms qui sont apparus avec des images. Et par exemple, le film, à un moment donné, c'est une anecdote d'un professeur à l'université qu'on a transformé en dialogue dans le film. À un moment donné, Backeberg, il dit les cactus avec poils et les cactus sans poils, ce sont deux genres différents, mais en fait, ce ne sont pas deux genres différents parce qu'ils fabriquent la même fleur. Et donc, ces choses-là que lui, il avait catégorisées ne sont pas valides, en fait. Voilà. Mais ça que ce travail était important puisqu'il a ramené énormément de choses et donc du coup c'est une figure incontournable. Et c'est à travers cette figure que vous arrivez à affiner votre approche de la nomination, de la question comment vous traitez cette question de la nomination, parce que j'ai l'impression que ce qui vous intéresse dans cette question, c'est pas tellement la nomination en tant que violence épistémologique, par exemple, le fait qu'on vient rabattre, voilà, sur parfois faire oublier tout un tas de désignations locales et de rabattre, voilà, sur les catégories européennes et la connaissance européenne, voilà, sur ces spécimens. C'est pas tellement cette violence épistémologique, mais un petit peu aussi ce dont on parlait peut-être ce matin, des noms qui collent pas, j'ai l'impression. Cet écart, voilà, entre des nominations non valides. C'est ça, hein, que ce personnage aussi, j'ai l'impression qui vous permet d'avoir une entrée en matière pour aborder cette question qui est singulière, qui est la vôtre, hein, et qui passe par ce que tu disais tout à l'heure, ces choses, ces êtres qui sont en attente de nomination. Oui. Et c'est la puissance de la fabulation là qui est à l'œuvre, à collecter. Ce qui me semble très intéressant de souligner avec les bolides, c'est comment donc dans ces boîtes en bois avec les rails et les images coulissantes, vous reproduisez ou vous réactivez, voilà, le dispositif des Fusuma, donc de ces panneaux coulissants qui servent en fait à réagencer l'espace. Donc peut-être tu peux expliquer ça mieux que moi, Élise. Donc dans des pièces, je crois qu'on fait coulisser ces panneaux en fait pour l'espace d'une pièce, c'est ça, isoler certaines parties si on veut, ou alors l'agrandir. Oui. Donc c'est ce système-là que vous réactivez, que vous utilisez dans la fabrication de ces boîtes dont tu parlais tout à l'heure dans le film. Je trouve ça très intéressant. Peut-être qu'on pourrait en reparler. It's kind of an appropriation of the Dogu-gashi practice in Bunraku theater. Dogu meaning transformation, and gashi meaning a tool. So it becomes this kind of a tool of transformation if you literally translate it. Of course,
the both words are always considered separate from each other. And it's a very simple mechanism to create these dramatic effects, as we see them, also as we have seen them in Conversation with the Cactus, where there's this scene of these slides opening and making other images visible and hiding what is to come. And we were interested to further develop this technique and to create a miniature that could have a narrative effect in its own. Thinking, especially when we think of expanded cinema or these kind of expanded or extended film works, that is always kind of a discourse when you make films, but you come originally from an art context. So we were very interested to experiment with the Dogugashi practice as such, and we created a formula of frame setups that would have a particular layer of like density layer where you could park different narratives and different sizes, different lengths. So we were able to produce narratives or plates for these different sizes of frames, and started also to work with mirrors, with different kind of dissections and diffractions of color, especially when it comes to this idea of looking into these frames, where you always have this possibility of working with the depth of a narrative. And so what happens is that sometimes a plate would have a back image, and the back image would reflect in the mirror that is positioned. And when the spectator moves the mirror, then the back information disappears. But maybe another image unfolds in the fifth layer. So there's a continuous, I mean, it's something really made for this interaction in the space with the spectator. So the whole thing is a kind of mobile possibility to inter-exchange and transform narratives over the year, because so on peut imaginer revenir sur la série et l'épaissir un peu comme on épaissit nos films avec d'autres éléments qui sont venus interagir dans notre cosmologie et qu'on a besoin comme ça de rajouter ou de mettre en relation. But like, let's say the performative aspect of these Fusuma lights happens in the state of exhibition. This is where they actually perform. If you compare it to the act of performing in the Bunraku practice, it's an act of performance and an act of intermission that is for these Fusuma lights only happening once they're exhibited. Right. Oui, en tout cas, c'est très clair ce que tu viens de dire, Marcel. J'en profite aussi pour traduire évidemment. Ces dates sont des miniatures avec en effet narratif. Donc, ce que tu as dit, ce que je trouve qui fonctionne très bien dans cette forme, c'est en effet, on y retrouve une expression matérielle de cette idée de différentes couches du récit, voilà, et de choses, d'éléments hétérogènes qui du coup peuvent se côtoyer, parce que vous avez, il y a des images donc dont on parlait tout à l'heure, donc des reproductions, des images des années 30 dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi des images de Walt Disney. Il y a aussi voilà, des images aussi, peut-être des reproductions de codex, je ne sais pas si on a aussi. Voilà, mais en tout cas, voilà, cette hétérogénéité différente. Il y a les miroirs, les plexiglas, et donc cette hétérogénéité qui vient que le système permet de Oui, exactement.
Oui, puis ça donne l'idée de quelque chose d'infini et qui reste à activer, à réactiver. Et aussi cette idée de disparition, de réapparition ou de quelque chose qui cache une autre chose qui va apparaître. C'est comme dans les films, en fait, quelque part. On parlait aussi de la nuit, du phénomène de la nuit dans les films. Je pense que c'est aussi un moment, un endroit propice à la révélation de quelque chose d'invisible ou de caché ou de souterrain, subversif, réprimé, tout ça. Je trouve ça bien que dans ces structures, il y a aussi ce côté un peu comme ça d'espace non visible qui peut se dévoiler par des biais et des diffractions, voilà, par des jeux de miroirs seulement, par des opacités. Je voulais donc vous proposer peut-être maintenant de parler de la question du lieu et de votre processus de travail, le fait de partir d'un lieu qui est un microcosme spécifique, comme tu dis, peut-être même une zone de friction, pour reprendre l'expression de Anna Tsing, puisque comme tu disais tout à l'heure, Élise, c'est aussi une zone de conflit d'intérêts hétérogène. Et donc, voilà, vous partez de ce lieu, de quelque chose, voilà, et vous essayez aussi dans ce film, j'ai l'impression, de déplier les différentes couches historiques et de narration qui sont associées à ce lieu, parce que il y a la question des mythes mayas et aztèques, il y a aussi des croyances religieuses, il y a des légendes, des histoires locales. Donc, il y a la question là, du miracle de Saint-Martin de Tours, dont vous pourriez peut-être parler aussi. Il y a des faits divers, ou en tout cas des anecdotes liées à des personnages, à certains personnages. Donc, il y a ce botaniste japonais dont tu viens de parler, qui fait cette cérémonie pour essayer d'enterrer secrètement voilà, les cendres de quelqu'un au pied d'un cactus. Mais il y a aussi Trotsky qui se balade dans la région. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler, ou est-ce que vous pouvez tous les deux, en français et en anglais, nous parler un petit peu voilà, de cette manière de travailler, de comment vous explorez le lieu et ses différentes épaisseur historique, parce qu'il y a beaucoup d'époques aussi différentes qui vont dialoguer dans votre film. Oui, alors déjà quand on est arrivé, les premières rencontres c'était avec les gardes dont je parlais un peu avant, et nos questions se sont portées bien entendu sur les croyances de ce lieu, et donc on a eu comme ça plusieurs histoires. L'histoire de Sainte-Martine des Tours, c'est une histoire extrêmement locale parce que Sainte-Martine c'est quand même une figure extrêmement importante dans toute l'Amérique latine. Et là, c'est une histoire qui n'appartient que à ce village. Quand les Espagnols sont arrivés, quand les franciscains sont arrivés, un des gouverneurs Popoloca avait été nommé Martin, comme une espèce de spanisation de son nom. Et il a accepté qu'on fasse une église sur son territoire, parce qu'ils ne se sont pas battus par les armes, ça a été plutôt une colonisation par la foi, en fait. Et il a dit, voilà, moi je veux bien qu'il y ait une église, que vous construisiez votre église, mais je veux qu'elle s'appelle de mon nom, Martine, à mon nom. Il faut qu'elle soit à mon règne en quelque sorte. Et donc les franciscains ont cherché un saint qui pourrait qui pourrait avoir le même nom, quoi, Martine. Et ils ont trouvé Sainte-Martine des Tours. Et donc ce saint est devenu le saint protecteur de la région. Et à un moment donné, il y a eu des conflits de terre au moment même de la Révolution. Et il y avait des bandits qui devaient mettre le feu au village et
ils ont vu, en s'approchant du village, une immense armée d'hommes, de gardes armés avec des épées, quoi. Et en fait, c'était les ombres des cactus dans la nuit. Parce que c'était un soir de pleine lune et que voilà. Et donc, ils se sont dit, mais qui a dit qu'on allait venir? Ils ont eu peur, ils sont partis. Et donc, toute la population a dit, ah, mais c'est le miracle de Saint-Martin. Donc, c'était grâce à Saint-Martin qui avait fait transformer les cactus en soldats. Voilà, ça, c'est une histoire extrêmement locale. Ensuite, un des gardes, par exemple, avait fait lui-même un enregistrement de La Llorona, qui est aussi un personnage extrêmement répandu au Mexique. Mais là, c'est pas simplement quelque chose qu'on vient rajouter comme un élément comme ça qu'on aimerait rajouter parce qu'on le trouve intéressant. Je pense que c'est en fait un personnage un peu piège parce qu'aujourd'hui, on en fait des films commerciaux, quoi. Enfin, c'est devenu une figure presque qui est passée dans un marketing presque. Donc, c'est une figure très difficile à manipuler. Mais comme là, les gardes eux-mêmes, on voit la relation à cette figure et à cet enregistrement qu'ils ont, qui semble tellement vrai et fort que on l'a gardé. Et effectivement, comme il explique, donc la Llorona à la base c'est une déesse préhispanique qui à l'arrivée des Espagnols hurlait et pleurait en disant mes enfants, qu'est-ce que vous allez devenir? Mes enfants, mon peuple, qu'est-ce que vous allez devenir? Et les Espagnols ont twisté la figure en disant c'est Satan, c'est une femme qui a trompé son mari ou son mari l'a trompée, elle va tuer ses enfants, enfin bref, un mythe complètement sorti de l'Occident, quoi. Et ils vont dire voilà, la Llorona c'est un personnage satanique et il faut surtout pas célébrer cette figure, alors que cette figure est encore extrêmement importante puisque quand la Llorona crie encore dans la nuit, pas pour dire, pas par rapport à l'arrivée des Espagnols, mais par rapport à un événement futur catastrophique qui va se passer, enfin pas catastrophique, un événement, un incident qui va se passer, elle est là pour alarmer, voilà. Et donc ça, c'est par exemple des choses qu'on a appris de façon locale, mais comme nous, on était intéressés de par le travail qu'on avait fait au Japon et on a demandé effectivement est-ce qu'il y avait des gens qui sont venus, des gens particuliers, des étrangers particuliers qui sont venus dans la forêt. Alors il y a eu plein de gens, hein, des Français, des Espagnols, des Allemands, des Canadiens, mais la discussion retombait toujours sur les Japonais qui, dans les années 80, sont venus piller des tonnes et des tonnes et des tonnes de cactus au point où ils disaient si on les avait laissés faire aujourd'hui, il n'y aurait plus de cactus, alors que c'est absolument impensable. Et à la suite de ce pillage, quelque chose de très important s'est passé. Il y a eu une espèce de conscience qui a grandi et qui a fait que les autorités ont fait de cette réserve une réserve protégée. Et c'est là que aussi les questions des terres avec les locaux ont commencé à être assez compliquées, même si aujourd'hui, il y a de l'écotourisme, il y a des choses qui sont positives dans ce dialogue. Mais on est passé d'un système complètement néolibéral justement à vendre les cactus et à au contraire une protection et une conscience et une éducation, voilà. Et puis il y a aussi cette histoire incroyable de ce botaniste qui s'est fait enterrer secrètement. Donc en fait on retrouve, comme un peu l'introduction le dit, cette dichotomie entre le spirituel et le mercantile et l'exploitation. Tell me if I'm wrong, but the very first images of conversation with a cactus
are prints coming from this botanist, right? So Conversation with the Cactus was, you started developing the film in 2014. You are currently editing All in Blood in 2021, which raises the question of the development, the length, the amount of time which is required for your projects, and how your various projects also intertwine with each other, which I find really interesting for an art student. You've also raised in your short video document the economics of the production, and how what it is to be working within economical constraints, which I found really interesting that you raised these very practical questions. I'd like to hear you more talking about this, how you've been developing an idea of a film before shooting the film, how you've been dealing with the current situation for shooting the film. I know that it's been quite complicated for you. Could you just expand a little bit on the subject for us? Yes, it's a very good question, especially for somebody that starts to work in this field, to understand the merits and the position one can actually have. We have been working in the field of filmmaking from an artist perspective, which has been slowly changing over the years. Not changing in the way we approach the economy of making a film, but in the way we understood that actually a particular supportive structure is needed to finish certain works or certain film works in a certain amount of time, because it's a very expensive matter in terms of production. And even in low production, or low budget production, we can talk about a form of expense that is reaching limits when it comes to working already in a small team. Par exemple, tu mentionnais l'introduction de Conversation avec un cactus. On voit ces images. Ce sont des images que l'on a intégrées au film après, c'est-à-dire au moment du montage, parce qu'on s'est dit il faut que le spectateur, quand on commence le film, il soit dans la matière même de quoi on va parler, en fait, en quelque sorte. Et donc, ces images-là qu'elle feuillette, ça donne déjà l'idée d'un ailleurs, mais aussi l'idée d'une relation entre la plante et l'humain, et même très particulièrement le cactus et l'humain. Et donc, c'était une façon très, très simple, presque programmatrice en quelque sorte, de dire attention, là c'est là où on va, mais en fait on n'y va pas vraiment puisqu'on reste au Japon. Mais c'est ça aussi qui nous a poussé à continuer cette narration autour du livre, parce qu'on s'est dit tiens, ça peut, comme Toshi et Mei, ils se parlent au travers d'une lettre qu'elle lui envoie. Elle lui dit est-ce que tu te souviens quand on était petit, cette histoire de cactus, et, enfin bon, c'est pas aussi fluide et limpide que ça dans le film, mais si on regarde un peu de façon précise, c'est ça les liens qui les unissent, et que lui, du coup, il aurait pu lui envoyer ces images de ce livre qu'il possède au Mexique et qu'il oublie et qui commence à tourner comme ça, à circuler dans son cercle d'amitié avec les autres personnes du film. Donc ça, c'est une des raisons, peut-être, pour répondre à une de ta question, est-ce que tout est scripté? Non, bien sûr, tout n'est pas scripté, mais c'est vrai que la première partie de All in Blood est absolument pas scriptée, mais quand on se dit à un moment donné, il va falloir finir le film, qu'est-ce qui nous manque? Et quand on revient pour un dernier tournage, oui, là, on scripte. On scripte parce qu'on n'a plus on a déjà ouvert trop de pistes et il faut fermer. Il faut fermer, voilà.
Et le fait que, oui, ce sont des raisons économiques qui ont fait qu'à un moment donné, c'est Marcel qui traverse cette forêt. Et on s'est dit, tant pis, si ça ne fonctionne pas, ce sera des images de repérage et il nous faudra peut-être 5 ans de plus pour avoir les fonds nécessaires dans l'économie du cinéma pour revenir et le faire avec un acteur particulier. Voilà, parce qu'il y a aussi toute cette histoire de repérage qui existe, hein, dans l'économie du cinéma, c'est-à-dire que là où des artistes font un film, des cinéastes utilisent l'enveloppe pour faire simplement des repérages et qui sont ensuite retransformés au moment du tournage lui-même. Mais par chance, on a réussi à conserver ces images et moi je les trouve... je trouve ce twist intéressant et je trouve ça bien que ce soit Marcel qui soit aussi inscrit dans le film, que ce soit lui et pas un autre, parce qu'on parle de la position de l'étranger qui regarde ce pays et c'est aussi notre position à nous, c'est-à-dire notre légitimisation aussi par rapport à comment est-ce qu'on regarde ces légendes, cet héritage culturel et tout ça. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas être parler pour l'autre, mais on se met aussi en situation comme l'étranger qui, enfin, comme on le voit pas dans le film, on le voit pas dans l'introduction, mais il y a ce rapport un peu de naïveté que Marcel a dans cet espace mais sans être vraiment innocent, hein, bien entendu. Mais voilà, il y a ce rapport un peu ambivalent qui est de découvrir un espace et d'en parler. Ouais, voilà. Donc la ressemblance physique avec Olmo, entre Olmo et Marcel, est purement fortuite. Elle n'a pas été recherchée. En fait, c'est hyper drôle ça. On revenait de la forêt de cactus, et puis Marcel et Olmo étaient dans un ascenseur descendant comme ça. Et puis je les vois, et ils portaient tous les deux alors pour des raisons je ne sais pas pourquoi, mais ils portaient exactement le même kawaii blanc. Et puis, ils ont la même taille, il avait la même petite barbe et puis la même moustache. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Là, il y a quelque chose. Bon, après, c'est pas non plus flagrant, mais je veux dire, dans le film, il y a des twists. À un moment donné, c'est Olmo et c'est Marcel. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire autour de ça. Mais après, on est retourné dans la forêt, parce qu'on a fait un deuxième tournage. Et donc, les choses sont devenues intentionnelles là où elles étaient au départ, un simple tâtonnement, on va dire. On a beaucoup parlé. Il faut parler de tout ça, en fait. Je sais pas. En fait, je suis là. This only happens because we live with these people. We trust. We become friends. We are able to build narratives together to go beyond this whole notion of the program. So that's when actually it's the best not to have the script, because the script just distracts or doesn't give fruitfulness to this moment of exchange. Elise probably said this many times, but it's really the exposure to environment and to live there for a long time and to get to know the people that we hopefully get to know, and to share an interest and to become close and to share stories, and also to share a routine of the daily life and the dreams and wishes one might have. In these moments is when you have a very, very amazing ground or fundament for letting the narratives evolve for the one that wants to make the film. And it's a very interesting situation that from the other side, then there's also this respect towards the artist or towards us in this sense to make this happen, because they consider this form of happening as a form of sharing, as a form of trust, as a form of activity that is another form of care. And this I found very interesting, and it's a totally different inhabitation as a filmmaker than the filmmaker that just
comes with a script to a place with his actors and makes something happen. And of course it can work, it can be great, but it's just a different way of working, and there's a different ethic involved, how to deal with the plays, how to deal with the characters, and there's also a different way of letting the subconscious into the work. It's working with a limit that has pushed us there, but it's as if we have always have called for the limits. So it's a kind of double conversation again. But it's always a negotiation, because the people there, they don't especially understand. Ils comprennent pas forcément tout ce qu'on veut vivre avec eux, ou tout ce qu'on est. Voilà. Après, une fois qu'on s'engage, il faut s'engager vraiment, mais il n'y a pas de contrat, mais il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc voilà, c'est quand même des histoires de négociation qui sont très instables, et qui sont aussi parfois source d'anxiété et au contraire d'euphorie quand ça fonctionne bien. But this process of working takes much more time. It's a totally different relation to time, and which is, I'm just saying, and especially in relation to a film work that is or time-based work, it's a very interesting conversation. But it takes more time, which is again also a question of what one wants to achieve with making work or making film work. So it's Oui, par exemple, on aurait pu décider juste une fois qu'on avait les histoires de la forêt, de faire un film sur la forêt. Je pense que ça aurait été aussi très intéressant, court et assez, parce que la présence de ces gardes et tout ça, c'est voilà. Et en fait, on s'est dit, non, c'est pas que ça qui nous intéresse. Et donc c'est ça qui fait qu'on passe de un an de production à non, dans 3 ans j'ai envie de revenir et j'ai envie de continuer. Mais c'est un pari. Après, est-ce qu'il est gagné? It's always very interesting to talk about this, I think. Un peu sur ces questions de contexte et de contraintes que l'on rencontre sur le terrain. Il y a aussi un peu en parallèle entre une coïncidence entre les deux films, c'est que un peu le background de la conversation avec un cactus, c'est l'après Fukushima. Et là, avec ce film, vous êtes dans le contexte de l'explosion de la pandémie du Covid-19, voilà, qui sera aussi, on l'a vu, le virus se promener, voilà, et qui sera donc aussi dans le background de votre film. Mais quand je vous entends parler du projet, et que vous décrivez cette situation de la pandémie et comment, en fait, ces 3 personnages qui sont liés d'amitié, ils vont être connectés finalement les uns aux autres parce qu'ils sont isolés. Ils vont se connecter, en fait, par l'espace du rêve. Donc, j'étais en train de me dire si finalement l'arrivée de la pandémie aussi n'avait pas fait que le rêve, qui est une constante dans votre travail, prenne aussi une nouvelle fonction, qui est celle, comme tu disais tout à l'heure, Élise, de devenir vraiment l'espace commun, où tous ces personnages isolés, finalement, se rencontrent et peuvent faire communauté. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ça, est-ce que comment vous avez travaillé aussi sur le terrain avec cette question de l'épidémie, et est-ce que ça a aussi changé un petit peu, par exemple, la manière dont vous travaillez la question de l'importance du rêve dans votre travail? Oui. Bon, déjà, la pandémie, il faut savoir qu'on est parti
faire le premier tournage fin 2017. 2018-2019, il y a eu plein d'événements dans notre vie qui ont fait qu'on n'a pas pu repartir. Des événements malheureux qui ont fait qu'on était comme ça en attente de repartir. Et une fois qu'on a pu repartir, notre billet c'était pour 15 mars, on n'a pas pu. Voilà, il y avait encore un événement qui nous est tombé dessus. Qui nous est tous tombé dessus. Je pense qu'on a tous un scénario un peu dramatique à raconter à ce niveau-là. Mais pour nous, c'était encore plus frustrant parce qu'on était vraiment sur le moment de lancer. Et heureusement, on avait tissé une amitié très forte avec un ami mexicain qui est aussi DOP, directeur de la photographie. Et on lui a dit, et qui nous attendait et puis les gens qui étaient sur place nous attendaient aussi. Et Sol, qui est vraiment une actrice professionnelle, nous attendait aussi. Et elle pensait consacrer du temps pour nous, pour le projet. Et on s'est dit, on va continuer malgré tout. On va le faire malgré tout à distance. C'est-à-dire qu'on a fait un des tournages. Il y a eu 3 tournages en tout. Un des tournages a été fait à distance. Grâce à notre complicité avec Ernesto, le DOP, et bien sûr la complexité de tous les personnages, tous nos amis là-bas. Et oui, voilà, surtout, il est aussi lui-même un réalisateur de documentaires. Voilà. Et effectivement, il a fallu du coup engager la pandémie dans le processus du film, et on n'était pas du tout parti là-dessus. L'idée, c'était une autre idée qui était aussi intéressante. De fin, qui se focalisait davantage sur Sol, la jeune fille, dans la forêt de cactus, parce que forêt de cactus, c'est la réserve, elle est sous le nom de la première botaniste femme mexicaine, donc il y avait un rapport plus féminin en fait qui devait se jouer là. Mais bon, la pandémie a fait que on n'a pas poursuivi cette piste, et on est parti sur cette idée de donner davantage de sens à l'isolement de nos personnages qui de toute façon sont isolés. Alors peut-être pas à vita aeternam, j'espère qu'on fera des films où il y aura davantage où il y aura peut-être moins d'isolation, mais c'est vrai que tous nos films partent sur cette idée qu'on peut se brancher sur le collectif via la solitude. C'est pas au contraire. L'idée du sol commun, oui, en fait, ça c'est quelque chose que j'aurais du mal à définir, parce que c'est quelque chose qu'on voit dans le film. En fait, on passe d'un espace à un autre, et on se dit mais est-ce que là on a quitté le territoire de ce personnage et on est sur les terrains d'un autre, et le sol commun, en fait, qu'est-ce qu'un sol commun ? Le rêve, ça permet d'avoir un sol commun d'éléments hétéroclites qui ne devraient pas coexister. Dans le sol commun de l'hétérotopie aussi de Foucault, c'est ça, c'est un sol qui permet d'avoir des choses contraires qui coexistent, et c'est pour nous, je pense, la définition du rêve. En fait, les personnages sont tous à la recherche de quelque chose, et il se trouve que leur recherche les fait se converger dans cet espace fantasmé qui est la forêt de cactus, et aucun n'y va. Enfin, il y en a un qui va sous son double de botaniste allemand. Sol, on comprend qu'elle essaie d'y aller, mais qu'elle est prise dans un espèce de barrage de conflit des terres qui s'est vraiment passé à ce moment-là au niveau du Covid. C'est-à-dire que nous, si on aurait voulu y aller, on n'aurait pas pu. Même si on avait pu voyager, je pense qu'on n'aurait pas pu aller à ce moment-là précis du tournage, aller dans la forêt. Et Toshi, lui, on le voit toujours en train de faire des recherches sur Internet, qui s'y perd dans Google, mais en fait, à un moment donné, on sort de Google, on est vraiment dans l'espace et on continue l'histoire. Et là, on retrouve Kurt, et en fait, c'est comme ça, une espèce de passation, en fait, de relais, comme tu disais, qui est un mot très juste, je trouve. It's already just strengthened by the effect of the circumstance.
which is so extraordinary. How probably every other works or other stories and films coming out in this time or being produced in this time, dealing with this idea of collectivity and solitude and this, I don't know, this idea of longing and this idea of how to find a new way to, or how to find back to something that one knew of being together, or how one imagines this idea of being together or living together in these circumstances, are probably having a very strong impact just by the effect of the general circumstance. So it's I would say this is one point to have the feeling that a kind of future vision is here right now, as if because it's I mean, that's what it we were talking a lot about this also with friends, this idea of what the pandemic actually is, we have the feeling it is actually some kind of fiction come true. So one wonders what are the fictions we are writing right now in this fiction come true situation. But another aspect, I mean, the pandemic became for the film in Mexico, it just became another kind of instructor, just became an instructor of how to maybe focus more and on certain details, how to rewrite other situations. But the fundament of the three solitude movements and how they meet in the spiral of narrative, this was something that was always kind of thought like this. So that's why the pandemic in this sense became another actor, another like agent, let's say, but also another instructor of how we can actually amplify, minimize, or rebalance certain relations of agents. It was really frightening for us and really strange, because the Llorona story told by Marino to us already in 2017 was something that always stayed with us as a very strong folk tale. And it was just weird to suddenly see it paired in the film with this agent of the pandemic, paralleling the folktale as something that was in this sense prevision of something. It's again the magic of working without the script actually, and letting it into the film, because we are talking about the film. So the pandemic for us was something that had to be something that also changes the film, that influences the film, as a form of respecting the event, the actual event. So it's a very there's probably a lot more to think and to discuss, but we are still in the middle of the understanding of what we are doing, because we are in the montage, and the montage is also again another way of filmmaking and another way of writing. If you don't have a script beforehand, it's the first form of writing. Un point que je pourrais peut-être développer par rapport à cette Pinata Covid qu'on voit, il y a un moment donné dans le dialogue, quand elle l'achète, la personne qui la lui vend elle lui demande alors est-ce que ça va me protéger, et elle lui dit oui seulement si tu la détruis. Donc c'est déjà un objet en soi qu'il faut détruire, et c'est comme une espèce de catharsis, quoi, enfin quelque chose qu'il faut expier. Et ces figures-là, elles sont utilisées donc comme objets que l'on peut détruire manuellement, mais aussi d'après un héritage chrétien, elles sont aussi des figures que l'on peut brûler si elles représentent le mal. Par exemple, quand on était en 2017, on a vu les quemas des Rudas, c'est on brûle en fait le traître
Judas. Et là, c'était Trump avec son mur, par exemple. Et donc, on assistait à cette espèce de mort publique, mais symbolique, de foule entière qui venait voir la poupée se décomposer sous les explosions. Et cette tradition n'a pas pu se faire à cause du Covid, mais j'imagine très bien que l'année prochaine, il y aura énormément de pinata à exploser partout pour finalement éradiquer le mal de ce virus. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est pas simplement ça. C'est pas simplement cette espèce d'expiation comme ça du mal. Il y a une autre forme qui se cache derrière tout ça, qui fait que au départ la pinata, si on retrace l'origine, ça vient d'une tradition chinoise. C'était un petit objet en céramique dans lequel on mettait des semences. Et on tape sur la céramique qui est suspendue et les semences tombent. Et donc, c'est un symbole de fertilisation. Et en fait, on a utilisé ça, c'est-à-dire que la pinata explose. Et pour pas tout dire de film, mais il y a cette idée de semence qui vient rejoindre cette idée de régénérescence et de cycle qui reprend, qui se trouve dans pas mal de nos films, il me semble. Son expérimente avec les électrons cannibales et voilà. Est-ce que il est bientôt 4 heures, je pense. Est-ce que celles et ceux qui nous écoutent et qui participent à cette séance du séminaire, est-ce que vous ne voudriez pas poser une dernière question avant qu'on se quitte? Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. On peut vous poser une question? Oui. Voilà, je vais essayer de mettre la caméra, comme ça on se voit. Voilà, bonjour, merci, bonjour Élise, bonjour à Marcel, je suis très contente de vous voir. Donc on s'est rencontrés dans l'atelier Dynamique commun et c'était juste la veille de votre départ au Mexique, donc je suis ravie de voir les devenirs de ce travail et de découvrir aussi comment il était enraciné dans des histoires au Japon. Et moi j'avais envie de vous demander, parce que voilà, il y a des choses que vous avez déjà dit tout à l'heure ou qui sont un peu glissées dans les questions qui vous ont été posées. Voilà, j'avais un peu envie de vous interroger, de vous entendre sur quel est votre rapport aux scientifiques. Aussi bien des sciences humaines et sociales que par exemple, je parle de la biologie ou d'autres scientifiques que vous avez peut-être pu consulter ou pas pour faire votre travail, aussi bien au Japon qu'au Mexique, et aussi parce que vous mêlez souvent, donc, notamment sur les films que vous avez tournés au Mexique, donc des données qui appartiennent à des sociétés du passé, donc les Aztèques, et à des sociétés du présent. Et c'est une opération qui se fait souvent en ethno-histoire, par exemple, quand on croise, disons plutôt, l'histoire et l'ethnographie. Et donc voilà, je voulais savoir quel est votre rapport au monde scientifique, tout en sachant que je voudrais aussi savoir comment vous positionnez sur les objectifs de vos films. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque part, je vois bien que ces récits-là sont spéculatifs et quelque part mêlent la fiction à la réalité, mais il y a ce rapport à la vérité qui est important pour vous et parfois étonnant au moment où saute aux yeux. Pour moi, que je connais Olmo et tous les gens qui sont dans vos tournages, c'est plutôt déstabilisant de les voir jouer en fiction qui est quand même aussi leur réalité de vie. Et donc voilà, l'autre question c'est, est-ce que l'un des objectifs quelque part est quand même de produire un savoir, de produire quand même une connaissance sur ces territoires-là que vous explorez, ou bien sur des phénomènes que vous convoquez, comme par exemple la catastrophe à Fukushima, comme par exemple la réaction à la pandémie au Mexique. Donc voilà, est-ce qu'il y a cette ambition de construction d'un savoir qui se fait par l'image? C'est un peu la manière que moi j'ai de voir vos productions, et je vous demande si vous y retrouvez, s'il y a quelque chose de cet ordre-là.
Et encore un grand merci. J'ai passé une journée entre ce matin et cet après-midi. J'ai eu vraiment un grand plaisir à être dans vos univers. I mean, we like to create works that are creating more an experience on a central level than to inform or than to transmit knowledge. The knowledge production is a very important tool to keep alive, but there's a lot of problems we try to avoid. So we try to go into other directions. We are maybe still like linked to a time where it's more about looking at cinema and the idea of what it means to enchant a disenchanted world. So, and which is something also where the knowledge production has its feet, or it's grounded because it's feeding more the rational idea of how the multimedial communication should proceed. And knowledge production can only actually be rightfully transmitted if it's leaving out everything that might create a certain sensual experience. But this again then happens to what knowledge then again is. When it comes to science and fact, we are interested into the fact. But when it comes to creating a form, we are not anymore interested to inform the fact, but to transform the fact. And to transform the fact, you have many possibilities to do this, and we are more interested into the transformation because we believe that something happens with the spectator or with a whatever consumer. Something happens in this appreciation of transformation. En fait, ce qui nous intéresse, il me semble, c'est la façon dont ce savoir, lui-même dans le film, peut être transmis par des narrateurs, des orateurs. C'est-à-dire qu'il y a souvent quelqu'un qui raconte une histoire, et c'est parce que c'est un bon narrateur que ce savoir va être transmis. Après, en termes de vérification scientifique par rapport à conversation avec un cactus, c'est plus complexe puisque notre recherche, elle ne se basait pas simplement sur l'expérience, mais sur comment l'expérience a été médiatisée au Japon et comment est-ce qu'elle a créé d'autres échos. Looking at science in the conversation with the cactus, the experiment itself by Hashimoto was considered as pseudoscience in the 70s and was actually neglected, or it was being people made fun of it, and a lot of this new age scene in the 70s that comes out of this very, very radical 60s theories and movements. A lot of scientific experimentation, mostly happening in a very DIY manner, were considered as these kind of pseudo-scientific jokes. And so, like just saying, looking at science and conversation with the cactus, of course we look at the historical fact of the event, but we already look at something very perverted, distorted, neglected. We were trying to work with this denounced possibility or potential of an utopia that was announced or pronounced by a very, very humble and optimistic man and his wife. So we were trying to work with this, with the promises of this, and also the mystery it surrounds. Because of the neglection and also because of what it is by itself, the experiment. So, and of course it goes hand in hand there. This is the moment where you deal with what is effect in this sense. The fact is this kind of amorphous thing that is
having its own twists and turns, and you just try to approach it from your own point of view, because that's the only thing we believe is what we are capable of doing as a filmmaker. You have to approach the things on a very intuitive level also to reach a certain truth, especially, and that's why the question you brought up is so interesting. C'était plutôt de voir comment vous vous y prenez avec les scientifiques eux-mêmes. Je veux dire, c'est les choses que vous racontez sur la fondation de Tenochtitlan, de la ville de Mexico, avec donc la présence du cactus et en tout cas toute la symbologie qui est attachée au cactus, à la culture aztèque et pas qu'aztèque. Voilà, ça aurait pu vous amener, je ne sais pas moi, à travailler justement avec des archéologues. Oui. Ces personnalités-là, ou en tout cas sont présents ou pas dans votre travail, peut-être de manière un peu plus incisive sous le film du Japon, où effectivement, voilà, il est question de faire une expérimentation scientifique sur le fait que les plantes aient une conscience. Moi, ça me fait trop penser au film Elisa, tu vois, avec la première machine d'intelligence artificielle qui s'appelait Elisa elle-même et à laquelle on prétendait lui attribuer des capacités cognitives par les langages. Donc ça, j'ai vraiment pensé à ça en voyant les Japonais qui parlaient au cactus. Mais non, voilà, donc c'était un retour dans ce sens-là, parce que je pense effectivement que votre travail, il est vraiment très fécond. Il se prête il se prête beaucoup à des collaborations de ce type-là, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, comme anthropologue, tu vois, souvent, je me demande par quelle forme de narration s'y prendre lorsqu'on doit amener un regard sur la réalité. En étant objective. Alors, je reviens à la question de la science d'aujourd'hui, qui est pour un récit. Parce que c'est ça, justement, qui m'interpelle, qui est pour un récit. Alors, effectivement, pour moi, un récit comme le vôtre est aussi une manière de construire un savoir sur quelque chose pour combien il soit plein des spéculations aussi. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais on a, par exemple, des fois des rendez-vous avec des historiens ou des scientifiques un peu moins, mais le rapport au savoir est souvent amené de façon trop pédagogique et on ne peut pas l'utiliser dans nos films parce qu'on ne s'autorise pas ce langage-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne préexiste pas à notre recherche, mais c'est vrai qu'on est intéressé à des formes qui sont déjà dans le domaine populaire en quelque sorte. C'est ça qui, tu vois, les histoires qui sont dites de génération en génération et qui font que elles survivent. Il y a des mécanismes de survivance de ces histoires. Et en même temps, elles se déforment et la déformation en elle-même est intéressante. Parce que je trouve que dans une édition, au moins, on peut dire, on peut retracer tous les cheminements des pensées, de la pensée et de la recherche, alors que dans un film, des fois, surtout si on veut garder l'idée d'une enquête qui n'est pas finie, d'une réalité spéculée sans en donner les tenants et les aboutissants, on ne peut pas se permettre d'avoir des discours ou une pensée qui serait peut-être trop académique. En fait, ça serait pas en contradiction en fait. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas intéressant. Il y a un film extrêmement intéressant qui s'appelle, un film qui a été fait au Mexique d'ailleurs, que je conseille, Entangle. Je ne sais pas si tu connais. Entangle, c'est un Italien qui a été montré au FID et qui a eu le Grand Prix de la compétition internationale. C'est un tout petit film de à peine 60 minutes qui a été fait à Mexico City. Et justement, à un moment donné, il y a une logorée comme ça d'une personne qui parle sur la physique quantique. Enfin, ça devient très très complexe, mais c'est hyper intéressant en relation du langage du film lui-même. Ouais. Merci beaucoup, Francesca, pour ta question. After all this time. Oui, on a croisé Francesca le jour, la semaine de la veille, quasiment la veille, 2 jours avant départ pour le Mexique qui a été avorté en fait. Voilà. Donc c'est super de te retrouver. Oui, mais je suis très contente de voir ça. Tu peux
voir un grand saut, puisqu'entre-temps, on a pu y retourner et on a fait des choses à distance et tout ça. Eh bien, je serais ravie de me tenir au courant quand on pourra voir l'intégralité du film. Et merci pour cet espace de ce séminaire que je trouve vraiment très intéressant. Donc, tu veux ajouter quelque chose? Non, j'avais juste, j'aurais presque rebondi sur la remarque et la question de Francesca. Lorsque vous avez tourné Conversation avec un cactus, j'imagine qu'à un moment ou un autre, les gens que vous avez été amenés à rencontrer, filmer, vous ont posé la question très directement de vous positionner par rapport à cette expérience. Et que c'était peut-être une question à laquelle vous ne vous attendiez pas. Je ne sais pas. Oui, c'est ce dont voulait parler Marcel ce matin. Et je lui ai dit, ah non, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'à un moment donné, le Japon, c'est une société extrêmement hiérarchisée. Alors, justement, pas hiérarchisée dans leur relation à la nature, parce que l'animisme en soi, c'est un système qui déhiérarchise. Mais par contre, dans leur société à eux, c'est une catastrophe. Et par exemple, on voulait travailler avec des gens du théâtre. Et on nous a dit, oui, il faut l'aval de tel réalisateur, directeur de théâtre, et qui nous a fait voyager. On a traversé le Japon pour aller le rencontrer, pour aller déjeuner avec lui pendant 20 minutes, et qui nous a posé la question en but en blanc, mais vous y croyez, vous, ou pas, à cette expérience? Et on était là... oui, parce qu'en fait, la question ne se posait pas comme ça pour nous, puisque c'était une recherche beaucoup plus vaste. Et cette indécision a été capitale, fatale, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne pouvait pas dire... Ils s'attendaient à ce qu'on dise non, on n'y croit pas, non, c'est de l'ordre du symbolique, et tout ça, c'est une fiction. Puisqu'on ne l'a pas énoncé de cette façon-là, puisque nos intentions étaient quand même... en fait, la question était vraiment posée sur l'expérience, mais nous, quand on a reçu cette question, je pense qu'on l'a filtrée par rapport à toute notre pratique et notre démarche via cette expérience. Et donc, on n'a pas dit franchement ce que la personne attendait. Et du coup, on était persona non grata, on ne pouvait pas travailler avec l'école de théâtre. Si c'était de cette anecdote que tu voulais parler, Maxime, que tu aimes particulièrement, mais elle est tragicomique. Et en même temps, c'est tant mieux parce que du coup, on a travaillé avec des gens du Kabuki qui nous ont fait ce petit sketch absolument formidable. En fait, juste pour finir, par rapport à ce directeur de théâtre, en fait, il refusait en quelque sorte d'habiter le trouble, hein, si on veut fermer la boucle et voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre intervention dans le séminaire. J'en profite donc pour celles et ceux qui nous écoutent pour annoncer la prochaine séance. Donc le vendredi 12 mars, donc en principe comme aujourd'hui, nous allons faire 2 séances, une à 10h et une autre à 14h. Donc ce sera une rencontre avec l'artiste suisse Auriel Orloff. Et donc 2 séances autour du projet Theatrum Botanicum, donc un projet de recherche artistique qu'il a développé entre 2015 et 2017 et qui est à l'origine de plusieurs vidéos, séries photographiques, d'une pièce sonore et aussi d'une conférence performance. Qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'agentivité d'acteurs non humains. Et donc, dans ce corpus, en effet, les plantes, plus que des témoins de l'histoire, elles deviennent des acteurs à part entière, donc dans le théâtre des opérations politiques et économiques internationales. Et Auriel Orloff les montre à la fois comme un médium au travers duquel la violence coloniale s'est perpétrée, mais aussi comme un outil de résistance à cette violence historique, économique et épistémologique. Donc, nous allons projeter 2 films qui appartiennent à ce corpus, donc The Crown Against Mafavuke de 2016 et après Imbizo Ka Mafavuke.
Et dans la séance de l'après-midi, Auriel fera une version en ligne d'une conférence performée qui appartient aussi à ce corpus, Grey, Green, Gold and Red. Et c'est aussi un travail où Auriel cherche à croiser plusieurs micro-histoires et à les articuler aussi à une histoire globale. Donc, il s'intéresse particulièrement à l'histoire du jardin que Nelson Mandela a entretenu dans la prison de Long Island, en Afrique du Sud, à la petite histoire d'un prédateur gris venu d'Europe et à celle d'une espèce rare de Strelitzia nommée Mandela's Gold. Et donc, il va voir comment le fait d'entrecroiser ces différentes histoires lui permet d'aborder des sujets tels que la migration, l'invasion des espèces, le nationalisme botanique et la question de la résistance à l'apartheid. Voilà pour le programme de la prochaine séance. Merci beaucoup. Yes, we want to see it. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Wow.